Pendant près de 3 décennies, une énigme a hanté l'Amérique tout entière. Une petite fille, un meurtre incompréhensible et un mystère qui semblait impossible à résoudre. Mais aujourd'hui, tout pourrait changer. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous glacer le sang. Restez jusqu'au bout, car la vérité est bien plus terrifiante que tout ce que vous avez pu imaginer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à Les Célébrités du Monde et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos enquêtes exclusives sur les plus grandes affaires criminelles. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des enquêtes criminelles les plus bouleversantes de l'histoire américaine. Une histoire qui a divisé un pays, détruit une famille et laissé des millions de questions sans réponse. Mais après 28 ans de silence, des révélations stupéfiantes viennent de faire surface. Alors installez-vous confortablement, car ce voyage au cœur des ténèbres va vous marquer à jamais. Revenons au 26 décembre 1996. La veille de Noël vient de s'achever dans la paisible ville de Boulder, au Colorado. Dans une luxueuse demeure, une famille s'apprête à vivre le pire cauchemar imaginable. John Bennett Ramsey, une fillette de 6 ans aux cheveux blonds et au sourire éclatant, ne se réveillera jamais de cette nuit tragique. Ce qui s'est produit dans cette maison reste gravé comme l'une des énigmes criminelles les plus déroutantes du XXe siècle. Une lettre de rançon étrange, des indices contradictoires, une scène de crime contaminée et surtout une famille écrasée sous le poids des accusations publiques. Pendant des années, les enquêteurs ont tourné en rond, les médias ont accusé, le public a jugé, mais personne ne trouvait la vérité. Jusqu'à maintenant. L'affaire John Bennett semblait condamnée à rejoindre les archives des mystères non élucidés. Chaque piste menait à une impasse, chaque suspect était écarté. Les années défilaient sans aucun progrès significatif. Mais la science, elle, ne s'arrête jamais de progresser. Dans les années 90, lorsque cette tragédie a frappé, les outils d'analyse ADN étaient encore rudimentaires. Les enquêteurs avaient bien retrouvé des traces génétiques sur les vêtements de la victime et sous ses ongles. Ces échantillons appartenaient à un homme inconnu, mais ils étaient trop infimes pour être exploités efficacement avec la technologie de l'époque. C'était comme tenir une clé sans serrure, une réponse sans question. Les décennies ont passé, et avec elles, une révolution silencieuse s'est opérée dans les laboratoires du monde entier. La généalogie génétique a émergé comme une arme redoutable contre le crime. Cette technique, qui semblait sortir tout droit d'un film de science-fiction, permet de remonter les branches familiales à partir d'échantillons ADN. Des millions de personnes envoient innocemment leur ADN à des entreprises pour découvrir leurs origines. Ce qu'elles ignorent, c'est que ces bases de données peuvent également servir à identifier des criminels par le biais de leurs proches. Le principe est d'une simplicité redoutable. Même si un coupable n'a jamais fourni son ADN, ses cousins, ses oncles ou ses arrière-petits-neveux l'ont peut-être fait. En reconstituant méticuleusement l'arbre généalogique, les enquêteurs peuvent progressivement resserrer le filet jusqu'à identifier une personne unique. En 2024, les autorités ont décidé de tenter le tout pour le tout. Elles se sont tournées vers Parabon Nanolabs, une société spécialisée dans la résolution d'affaires classées grâce à la génétique de pointe. Cette entreprise avait déjà permis de résoudre des dizaines de cold cases à travers tout le pays. Les scientifiques ont créé un profil génétique amélioré à partir des échantillons conservés depuis 1996. Ce profil a ensuite été téléchargé sur une plateforme publique de généalogie. Les premiers résultats ont révélé des correspondances avec des parents éloignés, des cousins au 3e ou 4e degré. Rien de concluant immédiatement, mais une lueur d'espoir venait de s'allumer. Les experts ont entamé un travail de fourmi titanesque. Ils ont épluché des actes de naissance, des certificats de mariage, des documents publics, des archives historiques. Ils ont reconstitué des arbres généalogiques tentaculaires, remontant parfois sur plusieurs générations. Chaque branche était explorée avec une rigueur absolue. Chaque nom était vérifié, localisé, daté. Des mois de labeur acharné ont finalement porté leurs fruits. Un nom est sorti du lot. Un homme âgé d'environ 62 ans en 2024. En 1996, au moment du drame, il avait 34 ans. Et voici le détail qui a fait bondir les enquêteurs. Il résidait à moins de 3 km de la résidence des Ramsey. Mais ce n'est pas tout. Cet homme travaillait pour une société de restauration événementielle. Cette entreprise organisait des réceptions dans tout le quartier huppé où vivaient les Ramsey. Et quelques jours avant Noël 1996, elle avait justement assuré le service lors d'une fête à quelques maisons seulement de celle de John Bennett. Il était là, proche, invisible, insuspect. Ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est que cet homme n'avait jamais figuré sur la liste des suspects. Jamais. Pas une seule fois en 28 ans d'enquête. Son casier judiciaire mentionnait bien quelques délits, cambriolage, fraude, mais rien de violent, rien qui aurait pu alerter les autorités sur une dangerosité envers les enfants.
Voilà pourquoi il était passé totalement inaperçu. Après le meurtre de John Bennett, cet homme a quitté le Colorado. Il s'est installé en Arizona, puis au Nevada, ensuite au Texas et finalement dans l'État de Washington. Une errance géographique qui pourrait paraître anodine, mais qui, rétrospectivement, ressemble furieusement à une fuite. Les enquêteurs ont alors dû agir avec une extrême prudence. Ils ont discrètement collecté son ADN en récupérant des objets qu'il avait jetés. Un gobelet de café, un mégot de cigarette. Ces échantillons ont été analysés. Le résultat a fait l'effet d'une bombe. Correspondance parfaite. Les probabilités que cet ADN appartienne à quelqu'un d'autre sont pratiquement nulles, de l'ordre d'une chance sur plusieurs milliards. Fort de ce résultat, les enquêteurs ont obtenu des mandats de perquisition. En fouillant le domicile et une unité de stockage de cet homme, ils ont découvert des éléments accablants. Une veste datant des années 90, avec des fibres textiles identiques à celles retrouvées sur les vêtements de John Bennett. Des fibres qui, selon les experts en criminalistique, ne peuvent pas être le fruit d'une contamination hasardeuse. Mais il y a plus. La fameuse lettre de rançon, celle qui avait tant intrigué les enquêteurs, a été réanalysée grâce à des logiciels d'analyse graphologique de nouvelle génération. Ces programmes ont détecté des schémas, des particularités dans la formation des lettres, des pressions sur le stylo. Et ces caractéristiques correspondent à des échantillons d'écriture provenant de documents professionnels anciens de cet homme. À ce stade, on ignore encore s'il connaissait personnellement la famille Ramsay. Peut-être les avait-il simplement aperçus lors d'un événement. Peut-être avait-il entendu parler de leur départ prévu après les fêtes. Peut-être avait-il planifié son intrusion en sachant qu'il aurait le temps d'agir. Les autorités travaillent actuellement sans relâche pour vérifier chaque détail avant de procéder à une arrestation formelle. Car dans une affaire aussi médiatisée, aussi chargée émotionnellement, la moindre erreur serait catastrophique. Pour la famille Ramsay, ces révélations représentent un mélange d'espoir et de douleur. Après presque 3 décennies de souffrance, de soupçons, d'accusations publiques, la lumière pourrait enfin percer les ténèbres. Replongeons maintenant dans cette journée qui a tout changé. Le lendemain de Noël 1996, aux premières lueurs de l'aube, Patsy Ramsay descend les escaliers de sa somptueuse demeure. Elle découvre alors, posée sur les marches, une lettre manuscrite qui va déclencher un cauchemar sans fin. Cette lettre n'a rien d'ordinaire. Contrairement aux messages de rançon habituels, courts et directs, celle-ci s'étale sur près de 3 pages. Elle est rédigée avec un luxe de détails déconcertant. Le montant exigé ? Exactement 118 000 $. Un chiffre qui correspond presque au centime près au bonus annuel que John Ramsay, le père de John Bennett, avait touché de son entreprise. Coïncidence ? Certainement pas. Prise de panique, Patsy réalise que sa fille a disparu. Elle compose immédiatement le 911, la voix tremblante, le cœur au bord de l'implosion. Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur les lieux. Mais c'est ici que commence la première catastrophe de cette enquête. Les policiers, pensant avoir affaire à un simple enlèvement, ne sécurisent pas l'intégralité de la maison. Ils se contentent de boucler la chambre de John Bennett. Grave erreur. Pendant ce temps, des proches, des amis, des membres de la famille déambulent librement dans toutes les pièces. Des empreintes sont déposées, des objets sont déplacés, des preuves potentielles sont irrémédiablement compromises. Quelques heures plus tard, John Ramsay décide d'inspecter lui-même le sous-sol. Ce qu'il découvre va le marquer à vie. Le corps sans vie de sa petite fille, recroquevillé dans une pièce sombre et humide. John Bennett a été violemment frappé à la tête, provoquant une fracture du crâne. Elle a également été étranglée à l'aide d'un garrot artisanal, fabriqué avec un cordon et un morceau du manche d'un pinceau appartenant à Patsy. Les médecins légistes constatent des signes d'agression sexuelle, mais les preuves ne permettent pas de conclure formellement à un viol. La cause officielle du décès, asphyxie par strangulation associée à un traumatisme crânien sévère. Un meurtre. Prémédité, brutal, incompréhensible. John Bennett sera matin plus tard inhumé au cimetière épiscopal de St. James en Georgie, aux côtés de sa demi-sœur Elizabeth, décédée 4 ans plus tôt dans un accident de voiture. 2 filles perdues. Une famille brisée. L'enquête qui suit est un véritable naufrage. Les autorités commettent erreur sur erreur. John et Patsy sont interrogés ensemble, au lieu d'être séparés comme l'exige toute procédure standard. En déplaçant le corps de sa fille, John a involontairement détruit des indices cruciaux qui auraient pu révéler des informations essentielles sur les circonstances exactes du décès. La lettre de rançon devient le centre de toutes les spéculations. Écrite sur papier trouvé dans la maison,
rédigée avec un stylo appartenant à la famille. Tout suggère qu'elle a été composée sur place, peut-être même après le meurtre. Les graphologues se penchent sur l'écriture, mais leurs conclusions divergent. Certains pensent reconnaître la main de Patsy, d'autres sont catégoriques, ce n'est pas elle. Des fibres provenant du ruban adhésif utilisé sur John Bennett correspondent à des fibres trouvées sur les vêtements de Patsy. Des questions s'accumulent, des doutes s'installent. Aucun signe d'effraction n'est détecté. Aucun appel de rançon n'est jamais passé. Personne ne vient réclamer l'argent. En 1998, les premiers tests ADN révèlent que le profil génétique retrouvé sur les vêtements de la victime ne correspond à aucun membre de la famille. Une information qui devrait innocenter les Ramsay, mais qui ne suffit pas à éteindre les soupçons. Un grand jury est convoqué. Il souhaite inculper les parents, mais le procureur refuse, estimant que les preuves sont insuffisantes. Personne n'est officiellement accusé. En 2003, de nouvelles analyses ADN confirment la présence d'un ADN masculin inconnu. Les autorités finissent par présenter leurs excuses publiques aux familles Ramsay et les blanchissent officiellement. Mais le mal est fait. L'image de cette famille a été salie. Leur nom a été traîné dans la boue. Et Patsy n'aura jamais la satisfaction de voir son innocence pleinement reconnue de son vivant. Au-delà du drame, au-delà des théories, au-delà des accusations, il y avait une petite fille. Une enfant avec des rêves, des rires, une personnalité rayonnante. John Bennett Patricia Ramsay est née le 6 août 1990. Dès son plus jeune âge, elle a montré une passion pour la performance. Elle aimait danser, chanter, être sous les projecteurs. Ses parents, conscients de son talent naturel, l'ont encouragée à participer à des concours de beauté pour enfants. Et John Bennett excellait. À seulement 6 ans, elle avait déjà remporté plusieurs titres prestigieux. Elle paradait avec grâce dans des robes scintillantes, ses cheveux blonds soigneusement coiffés, son sourire illuminant chaque scène qu'elle foulait. Elle était inscrite à l'école élémentaire High Peaks de Boulder, où elle suivait sa classe de maternelle. Pour ses camarades et ses enseignants, elle n'était qu'une petite fille enjouée, curieuse, sociable. Une enfant comme les autres, avec ses jeux, ses amitiés, ses petits secrets. À la maison, elle adorait son grand frère Burke, qu'elle suivait partout. John, son père, dirigeait une entreprise florissante et travaillait d'arrache-pied pour offrir à sa famille une vie confortable. Patsy, sa mère, l'accompagnait dans sa passion pour les concours de beauté, l'aidant à se préparer, à choisir ses tenues, à répéter ses numéros. La famille Ramsay vivait dans une magnifique résidence de 3 étages, dans l'un des quartiers les plus prisés de Boulder. De l'extérieur, tout semblait parfait. Une famille aimante, une enfant épanouie, un avenir prometteur. Mais cette image idyllique allait voler en éclats en une seule nuit. Pendant 28 ans, Burke Ramsay, le frère de John Bennett, a gardé le silence. Il n'avait que 9 ans lorsque sa sœur a été assassinée. 9 ans lorsque sa vie a basculé dans l'horreur. 9 ans lorsque le monde entier a commencé à pointer du doigt sa famille. Des théories ont circulé. Certaines personnes ont osé suggérer qu'il pourrait être impliqué, qu'un accident aurait pu se produire, qu'il aurait frappé sa sœur lors d'une dispute, et que ses parents auraient maquillé la scène pour le protéger. Aucune preuve, aucun fondement. Mais les rumeurs, une fois lancées, sont impossibles à arrêter. Récemment, après presque 3 décennies de silence, Burke a enfin accepté de parler publiquement. Aujourd'hui, âgé d'une 40aine d'années, il a décrit sa sœur comme une fillette joyeuse, pleine de vie, qui apportait de la lumière partout où elle passait. Il a également évoqué le poids écrasant de vivre avec ses accusations, ses soupçons, ses regards. Grandir en sachant que des millions de personnes pensent que votre famille cache quelque chose. Porter cette douleur en silence pendant des années. Burke a critiqué ouvertement la façon dont l'enquête a été menée. Il a souligné l'absurdité d'interroger ses parents ensemble, facilitant ainsi la contamination des témoignages. Il a exprimé sa frustration face à la lettre de rançon, dont l'auteur demeure toujours inconnu. Il soutient fermement l'utilisation des nouvelles technologies ADN pour réexaminer chaque élément de preuve. Il souhaite que la vérité éclate enfin, non seulement pour innocenter définitivement sa famille, mais surtout pour rendre justice à John Bennett. Il a défendu ses parents avec émotion, rappelant qu'ils étaient en état de choc total, incapables de penser rationnellement. Ils venaient de perdre leur fille de la manière la plus atroce qui soit. Et, au lieu de recevoir du soutien, ils ont été accusés, jugés, détruits. Les déclarations de Burke ont ravivé l'intérêt médiatique pour cette affaire. Partout, les gens recommencent à en parler,
à analyser, à espérer qu'une résolution soit enfin possible. L'enquête sur la mort de John Bennett a été jalonnée d'indices étranges, de coïncidences troublantes et de suspects improbables. Le jour de la découverte du corps, John Ramsey a remarqué une fenêtre brisée dans le sous-sol, légèrement ouverte. Une valise était positionnée juste en dessous. Cette valise appartenait bien à la famille, mais John a affirmé qu'elle n'était jamais entreposée à cet endroit habituellement. Les enquêteurs ont relevé 2 séries d'empreintes de poids sur les lieux, impossibles à identifier. Une corde retrouvée près de la chambre de John Bennett ne correspondait à rien de ce que possédait la famille. Étrangement, cette corde n'a jamais été analysée en profondeur, alors qu'elle aurait pu fournir des informations capitales. Dehors, la neige recouvrait le sol. Pourtant, aucune trace de pas menant vers ou depuis la maison n'a été détectée. Aucun signe d'effraction non plus. Comment un intrus pourrait-il entrer et sortir sans laisser la moindre trace? Le comportement de Burke a également intrigué les enquêteurs. Initialement présenté comme endormi durant les événements, il a ensuite été interrogé par les autorités. Son apparente absence d'émotion a suscité des interrogations. Était-ce un mécanisme de défense psychologique face au traumatisme? Ou bien cachait-il quelque chose? Les spécialistes n'ont jamais pu trancher. La famille Ramsey a montré une certaine réticence à être interrogée séparément, ce qui a compliqué davantage l'enquête. La lettre de rançon elle-même comportait des détails fascinants. Des analyses ont révélé qu'il existait des brouillons, comme si l'auteur s'était entraîné avant de rédiger la version finale. La signature SBTC demeure un mystère absolu. Personne n'a jamais réussi à déterminer ce que ces initiales signifient. Plusieurs suspects ont été identifiés au fil des années. Bill McReynolds, un homme âgé qui incarnait le Père Noël et avait rendu visite à John Bennett quelques jours avant sa mort, a attiré l'attention. Il avait développé un attachement particulier pour la fillette. Il conservait même des paillettes qu'elle lui avait offertes et souhaitait qu'elles soient mélangées à ses cendres après son décès. Un comportement étrange, certes, mais aucune preuve tangible ne l'a jamais relié au crime. Gary Oliva, un homme vivant aux proximités et possédant un casier juridique lié à la pédopornographie, est également devenu suspect. Peu après la mort de John Bennett, il aurait confié à un ami avoir blessé une petite fille. Son ADN, cependant, ne correspondait pas aux échantillons retrouvés sur la victime. John Mark Carr a quant à lui avoué le meurtre des années plus tard. Il a raconté en détail avoir frappé John Bennett avec une lampe de torche, mais les vérifications ont rapidement démontré qu'il se trouvait dans un autre état au moment des faits. Son ADN ne correspondait pas non plus. Un affabulateur de plus dans une affaire qui n'en montait pas déjà. Certains experts en ADN ont même émis l'hypothèse que les traces génétiques retrouvées sur les vêtements de John Bennett pourraient provenir de la fabrique où ils ont été fabriqués. Une contamination industrielle involontaire. Cette théorie a semé encore plus de confusion. Aujourd'hui encore, cette affaire reste non résolue officiellement. Des millions de personnes à travers le monde continuent à s'interroger, à formuler des hypothèses, à espérer qu'un jour, enfin, la vérité surgira des ténèbres. 9 mois après l'assassinat de John Bennett, un événement glaçant s'est produit à quelques rues seulement de la résidence des Ramsey. Une autre petite fille a été agressée pendant son sommeil, dans sa propre chambre, alors que sa mère se trouvait dans la maison. L'agresseur s'est introduit sans fracas apparent, sans déclencher d'alarme, sans éveiller immédiatement l'attention de la mère. Il s'est dirigé directement vers la chambre de l'enfant et l'a attaquée dans son lit. La mère, réveillée par un bruit inhabituel, est sortie de sa chambre et a aperçu l'homme. Pris de panique, l'agresseur ne s'est pas battu. Il a fui précipitamment, sautant même d'un balcon ou d'une terrasse en hauteur pour s'échapper dans la nuit. Ce qui rend cet événement encore plus troublant, c'est sa proximité géographique et temporelle avec le meurtre de John Bennett. Mais surtout, les 2 fillettes se connaissaient. Elles fréquentaient la même école de danse. Elles avaient partagé des spectacles, des répétitions, des moments d'insouciance. 2 petites filles, 2 agressions, à quelques mois et quelques rues d'intervalle. Pourtant, la police de Boulder n'a jamais sérieusement envisagé un lien entre les 2 affaires. Au lieu de comparer les indices, d'analyser les similitudes, d'explorer cette piste évidente, les enquêteurs sont restés obstinément concentrés sur la famille Ramsey. Pire encore, dans le cas de la 2e fillette, la police a commis une erreur monumentale. Elle a jeté des éléments de preuve essentiels. Les draps du lit où l'agression a eu lieu ont été détruits. Des draps qui auraient pu contenir de l'ADN, des fibres, des traces permettant d'identifier l'agresseur. Cette négligence est impardonnable.
Elle illustre à quel point cette enquête a été mal gérée dès le départ. En 2008, la famille Ramsey a finalement été officiellement innocentée. Mais Patsy, la mère de John Benet, était décédée 2 ans plus tôt, d'un cancer. Elle n'a jamais eu la satisfaction de voir son nom blanchi publiquement de son vivant. Malgré cet acquittement officiel, une grande partie du public continue de croire à l'implication de la famille. Les premières accusations, largement relayées par les médias, ont créé un narratif difficile à déconstruire. Les Ramsey ont vécu pendant des années sous le poids de ces soupçons injustes. Aujourd'hui, une nouvelle équipe d'enquêteurs examine l'affaire avec des yeux neufs et des outils technologiques de pointe. John Ramsey, le père de John Benet, et son fils John Andrew nourrissent l'espoir que cette fois, la vérité sera enfin découverte. Ils croient que le véritable coupable est toujours vivant. Ils croient que justice peut encore être rendue. Le cas John Benet Ramsey est aussi l'histoire d'une famille prospère écrasée par la tragédie et le jugement public. John Ramsey était un homme d'affaires accompli. Président d'Access Graphics, une société spécialisée dans les technologies de l'information, il avait propulsé son entreprise vers un chiffre d'affaires dépassant le $1 milliard. En 1995, il avait été désigné entrepreneur de l'année par la Chambre de commerce de Boulder. De l'extérieur, les Ramsey incarnaient la réussite américaine. Une somptueuse demeure sur 3 niveaux, une famille unie, des enfants épanouis. Mais John a toujours réfuté l'idée qu'il se considérait comme une famille richissime. Il a expliqué qu'il travaillait dur, qu'il n'avait pas le sentiment de vivre dans un luxe ostentatoire. Pourtant, l'image de richesse a joué un rôle majeur dans la perception publique de cette affaire. Beaucoup ont pensé que leur statut social leur permettrait d'échapper à la justice. D'autres ont cru que leur argent pouvait acheter des influences, manipuler des preuves. La nuit du drame, plusieurs voisins ont rapporté des faits étranges. L'un d'entre eux affirme avoir entendu un cri perçant, prolongé, terrifiant. Il pensait qu'il provenait de la maison des Ramsey, mais a supposé que les parents s'en occuperaient. Un autre voisin a déclaré avoir aperçu des lumières tamisées se déplaçant dans la cuisine des Ramsey tard dans la nuit. Ces témoignages ont alimenté diverses théories. Certains ont suggéré que Burke aurait pu se disputer avec sa sœur à propos d'un bol d'ananas trouvé dans la cuisine, qu'un accident aurait pu se produire, que les parents auraient ensuite orchestré une mise en scène pour protéger leur enfant. Mais ces hypothèses se heurtent à un obstacle insurmontable. L'ADN d'un homme inconnu présent sur les vêtements de John Benet. Un ADN qui n'appartient à aucun membre de la famille. Le rapport d'autopsie a révélé la présence d'aliments non digérés dans l'estomac de John Benet, probablement de l'ananas. Un bol contenant justement de l'ananas et une cuillère a été photographié sur la table de la cuisine le jour de la découverte du corps. Interrogés, John et Patsy ont affirmé ne pas se souvenir d'avoir préparé ce bol ou d'avoir donné cet ananas à leur enfant. Les empreintes digitales de Patsy ont été retrouvées sur le bol, mais cela ne prouve rien de concluant, puisqu'il s'agit de sa propre cuisine. Le comportement des parents après la découverte de la disparition de John Benet a été jugé suspect par certains observateurs. Patsy a appelé le 911 à 5h52 du matin, le 26 décembre. Lorsque la police est arrivée, John et Patsy ne se sont pas rapprochés l'un de l'autre. Ils ne se sont pas consolés mutuellement, ce qui a semblé étrange aux enquêteurs. Quand John a retrouvé le corps de sa fille dans le sous-sol, il a immédiatement porté à l'étage. Beaucoup ont interprété ce geste comme une tentative de dissimulation. D'autres ont vu là simplement la réaction instinctive d'un père dévasté, tentant désespérément de sauver son enfant. Les tensions entre le département de police de Boulder et le bureau du procureur ont compliqué l'enquête. Les policiers voulaient poursuivre les parents, le procureur estimait que les preuves étaient insuffisantes. Cette division a paralysé l'avancement du dossier pendant des années. James Collard, enquêteur principal du bureau du procureur, a révélé qu'un ADN masculin supplémentaire avait été découvert sur la corde et le manchon du pinceau utilisé dans le crime, une information que le procureur Mary Lassie n'a jamais rendue publique à l'époque. Au total, 6 échantillons d'ADN de personnes non identifiées ont été détectés lors des analyses. Candice DeLong, ancienne profiler du FBI, estime que la présence récurrente du même ADN à plusieurs endroits constitue un indice majeur pointant vers le véritable coupable. La richesse de la famille Ramsey a indoutablement influencé la perception médiatique de cette affaire. Certains ont pensé que leur argent leur garantissait une impunité. D'autres ont estimé qu'ils étaient injustement persécutés précisément à cause de leur statut social. En définitive, l'affaire John Benet Ramsey démontre l'importance cruciale de sécuriser correctement une scène de crime dès les premières minutes. Elle illustre également les dangers de tirer des conclusions hâtives, sans preuves solides. Et surtout, elle révèle les conséquences désastreuses d'un manque de coordination entre les services d'enquête.
28 ans. Presque 3 décennies de mystère, de douleur, d'accusations, de théories. 28 ans pendant lesquels une petite fille aux cheveux blonds et au sourire radieux est restée prisonnière d'une énigme criminelle. Mais aujourd'hui, enfin, l'horizon semble s'éclaircir. Grâce au progrès fulgurant de la science génétique, grâce à l'obstination d'enquêteurs refusant d'abandonner, grâce à des technologies qui semblaient relever de la science-fiction il y a quelques années encore, un suspect a émergé de l'ombre. Un homme qui était là, tout proche, invisible pendant toutes ces années. Un homme dont l'ADN correspond parfaitement aux échantillons retrouvés sur la victime. Un homme dont les fibres vestimentaires, l'écriture, la proximité géographique et professionnelle constituent un faisceau de présomption accablant. L'arrestation formelle n'est plus qu'une question de temps. Les autorités veulent s'assurer que chaque détail est vérifié, que chaque preuve est irréfutable, que la justice pourra enfin être rendue sans faille. Pour John Ramsey, pour Burke, pour tous ceux qui ont aimé John Benet, ces révélations représentent une délivrance. Après des années d'accusations injustes, de jugements publics, de souffrances indicibles, la vérité est sur le point d'éclater. Patsy Ramsey n'aura malheureusement jamais connu ce moment. Elle est partie en 2006, emportant avec elle le poids de soupçons qu'elle n'aurait jamais dû porter. Mais aujourd'hui, sa mémoire peut enfin être honorée. Son innocence, officiellement reconnue en 2008, trouve désormais une validation encore plus forte. L'histoire de John Benet Ramsey restera gravée comme l'une des affaires criminelles les plus complexes et les plus médiatisées de l'histoire américaine. Elle a révélé les failles d'un système judiciaire. Elle a mis en lumière les dangers du sensationnalisme médiatique. Elle a montré comment une famille peut être détruite par l'opinion publique, avant même qu'un procès n'ait eu lieu. Mais par-dessus tout, elle nous rappelle qu'au centre de chaque affaire criminelle, il y a une victime. Une personne réelle, une enfant qui aimait danser, qui rêvait, qui riait. Une petite fille qui méritait de grandir, de vivre, de s'épanouir. John Benet avait 6 ans. Elle avait toute la vie devant elle, et cette vie lui a été arrachée de la manière la plus cruelle qui soit. Si cette affaire se résout enfin, si le coupable est identifié, jugé, condamné, cela ne ramènera pas John Benet. Cela n'effacera pas la douleur de sa famille. Cela ne compensera jamais les années perdues, les accusations injustes, les nuits blanches passées à se demander pourquoi. Mais cela offrira une forme de clôture, une réponse aux questions qui hantent tant de personnes depuis 1996. Une justice, tardive certes, mais une justice quand même. Alors aujourd'hui, nous gardons espoir. Espoir que la science continue de progresser. Espoir que les erreurs du passé servent de leçon pour l'avenir. Espoir que chaque victime, chaque famille touchée par le crime puisse un jour obtenir les réponses qu'elle mérite. Et vous, qu'en pensez-vous? Après avoir découvert tous ces éléments, toutes ces révélations, pensez-vous que cette affaire va enfin être résolue? Croyez-vous que le suspect identifié est bien le coupable? Ou estimez-vous que d'autres zones d'ombre subsistent encore? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette enquête, de ces erreurs, de ces rebondissements. Abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.